Donc là, on va commencer la lecture. Bon, je suis désolée, je me suis fait mal. C'est pas ouf, mais bon. Donc là, on va conclure la première partie du livre. Vous pouvez voir tous mes replays sur ma chaîne YouTube, Madame Succès. Donc voilà, première partie, les multiples visages des dépendances affectives. Donc on a lu le chapitre 1, Tout dépend de toi. Le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre. Tu es tout pour moi. L'angoisse de la perte, le manque, le sentiment d'abandon. Ensuite, on a lu le chapitre 2, Je t'aime à la folie, pas du tout. La fusion à l'autre, l'idéalisation, la haine, l'évitement du rapprochement, voilà, la séparation. On a lu donc le chapitre 3, voilà. L'isolement et la coupure, l'indifférence et ses feintes, Don Juan et se protéger du lien de dépendance. Donc ça, c'est la partie 1, on l'a terminée. Ce soir, on va lire la conclusion et on va lire le début du chapitre 4. Donc je remonte le livre. Et vous avez les replays des lectures. Donc tout ce qu'on a pu lire, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller visionner les vidéos, écouter les lectures, écouter les lives. On en parle, je vous explique le livre. Je lis vos commentaires. Et voilà, donc on va faire un petit live ce soir d'1 heure à peu près. Pour du coup clôturer cette partie 1 et commencer du coup la partie 2. Voilà, bonsoir tout le monde. Coucou Kaori. Oui. Oui, mais après, parfois je commence à 21h, donc j'espère que tu vas bien en tout cas. Voilà, alors j'avais pas fait de live sur la fin de semaine parce que on m'avait signalé et du coup je pouvais pas faire de live. Donc là c'est mieux. Normalement c'est bon, je peux reprendre tranquillement mes lectures. Voilà, donc on va continuer, il faut vraiment qu'on le termine, donc voilà, on va faire un petit live ce soir, on en refera un demain, sûrement un autre mercredi, et voilà. Bah je sais pas. Mais c'est pour ça, il faut vraiment tapoter sur le live, et n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live quand je fais la lecture, comme ça évite les restrictions et tout ça. Coucou Passion Sucrée, j'aime beaucoup le développement personnel, je sens que je vais me régaler avec tes lives. Et bien bienvenue à toi, vous êtes toutes les bienvenues, avec grand plaisir. Donc là voilà, on est en train de découvrir ce livre sur les dépendances affectives. On en a lu plein d'autres qui sont ici. On a lu, Influence et manipulation, on a lu les livres de Lise Bourbeau, Dale Carnegie, on a lu Écartolé avec le pouvoir du moment présent, Imparfait, libre et heureux. Voilà, on en a lu plein. On a lu aussi les livres de Joe Dispenza que vous avez là. Donc voilà. Et vous avez les replays des lectures. Alors, il n'y a pas les replays des dernières lectures, des livres que vous avez là, parce que tout simplement parce que je savais pas que TikTok enregistrait les lives, donc c'est bien dommage. Mais en tout cas, vous avez les replays de ce livre et vous avez le replay d'Influence et manipulation. Donc si vous voulez aller écouter les lectures, n'hésitez pas, ma chaîne YouTube c'est Marine, c'est Madame-du-bas Succès. Voilà, et moi je m'appelle Marine. Pour ça je mélange à chaque fois. Voilà. Salut Hugo. Ça va, merci, et toi? Coucou Happy. Yes, donc je commence la lecture. Coucou Nora. Bonsoir tout le monde. Donc n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Et je commence la lecture. Je fais des petites pauses de temps en temps pour regarder vos commentaires, pour les lire. Et voilà, donc là on termine, on lit la conclusion de la partie 1. Ensuite on démarrera la deuxième partie, héritage des dépendances affectives, la part des autres. Hop. Voilà, coucou Saïd, bonsoir tout le monde. Donc je commence. Donc là on en est à la conclusion de la partie 1. Et la partie 1, c'était les multiples visages des dépendances affectives.
Les développements, témoignages et illustrations de cette première partie nous ont permis de découvrir différentes expressions de dépendance affective. Le vécu douloureux, toxique ou angoissant de ces modes relationnels peut, comme nous l'avons vu, s'exprimer sous diverses formes, y compris sous des versants radicalement opposés. De même, ces manifestations variées peuvent alterner ou se conjuguer pour une même personne. Ulysse et Pénélope ou l'impossibilité du couple. L'histoire d'Ulysse et Pénélope illustre de façon éloquente cet aspect en ce qu'elle condense la plupart de ses différentes facettes. Ulysse comme Pénélope pourraient en effet se dire l'un l'autre « Tu es tout pour moi, j'ai trop peur de te perdre, tu me manques désespérément et je passe ma vie à t'attendre, je me sens tout seul, toute seule ». En outre, chacun est mu par l'unique désir des retrouvailles et d'un retour au couple originel, évoquant là la part fusionnelle qui les anime. De même, tous deux semblent s'enfermer dans une idéalisation de leur amour, au point de refuser la réalité et de traverser le présent sans y être ni s'y ancrer réellement. Par ailleurs, cette histoire offre aussi l'image d'un couple qui ne parvient à être ni ensemble ni séparés, et dévoile chez Ulysse, mu par une vengeance aveugle et meurtrière envers ses rivaux, le visage sombre de la haine. En même temps, sous les traits d'une Pénélope recluse, impassible et imperméable aux sollicitations de ses soupirants, apparaissent les facettes de l'isolement et de l'indifférence. De même, l'art de la ruse, de la duperie et du mensonge, pour parvenir à ses fins, dénote chez Ulysse, l'homme aux 1000 tours. Un caractère manipulateur qui ne manque pas de rappeler certains traits de la personnalité de Don Juan. Des divers cas présentés ressort également le défaut de reconnaissance et d'intégration du lien de dépendance comme part intégrante de notre réalité humaine. De notre condition d'humain pétri de besoins et de désirs, notamment affectifs, et interdépendants les uns des autres. Le besoin d'affection et des autres, en raison de carences, d'expériences relationnelles douloureuses, voire traumatiques, au cours de la prime enfance, est ici surinvesti, ou, à l'inverse, désinvesti, ou bien encore les deux à la fois dans un mouvement d'oscillation permanent. Ces carences lourdes et expériences douloureuses de la vie affective infantile produisent un impact psychique considérable, générant des angoisses prégnantes, de véritables béances quant au sentiment d'identité, de sécurité et d'intégrité, de même qu'elles s'avèrent préjudiciables à la faculté de mise en pensée et de symbolisation. Cette souffrance psychique produit alors bien souvent à son tour des effets du point de vue du corps. Les vécus affectifs traumatiques, non relayés par notre capacité psychique à les ingérer, les digérer et les assimiler, peuvent en effet être projetés dans notre corps, portés et pris en charge par lui. L'inverse est d'ailleurs tout aussi vrai. Les souffrances fœtales ou lors de l'accouchement par exemple ont une incidence certaine sur le psychisme naissant. Donc je vous remonte le livre, c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Le théâtre du corps. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer avec Anaïs, envahie par les maux du corps, avec Raphaëlla, éprouvant une véritable aversion envers son physique, ou avec Don Juan, en quête de sensations voluptueuses toujours à renouveler et venant pallier un vide affectif abyssal. L'investissement du corps, par défaut d'assimilation psychique, peut se manifester par des multiples voies, notamment celle de la maladie, de manifestations dermatologiques et allergiques, des addictions ou de la sexualité.
Ainsi, frigidité et impuissance peuvent s'avérer de solides défenses contre les angoisses d'envahissement, d'intrusion, de dévoration ou de dilution. À l'insu de la personne, ces symptômes sexuels permettent alors de maintenir l'autre à distance et sous contrôle, ainsi que d'inverser la position de dépendance en utilisant inconsciemment la frustration sexuelle comme outil de mise en dépendance du partenaire. Les addictions, comme la boulimie, l'anorexie, le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, etc., expriment elles aussi des vécus de grande dépendance qui se manifestent par la voie du corps, donnée en gage. Comme le relève Marie-Madeleine Jacquet, l'injection, l'élimination et la digestion psychique passent par celui-ci, lieu d'élection entre tous, plutôt que par le moi. Mise en demeure de se substituer au travail de la psyché, le corps devient le théâtre d'une souffrance affective sans fond ni mots, et de la tendance désespérée de le maîtriser autant que de la fuir. Au moyen de son corps, le sujet crie la souffrance de l'âme, agit des desseins tyranniques inavouables ou colère, haine et vengeance tempête, leste le vide du cœur, éponge les malheurs, vomit l'insupportable, met en scène l'horreur, la honte, etc. De même, le corps est investi comme un outil de remplissage, d'appropriation, d'identification, de quête de toute puissance et de jouissance, de rapprochement fusionnel ou à l'inverse, comme moyen de mise à distance et d'attaque de l'autre. Ce n'est plus ici le langage verbal, ni celui des images ou de la pensée, mais un langage du corps qui donne figuration aux souffrances, angoisses, fantasmes et conflits internes du sujet, et nous laisse percevoir une sorte d'équivalence dans l'inconscient de la personne entre la relation au corps et la relation à l'autre, bien souvent à une figure parentale, comme si l'une se confondait avec l'autre. Donc je vous remonte le livre qu'on est en train de lire, Les dépendances affectives, de Véronique Berger. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Donc je continue. L'écart entre soi et l'autre. Par ailleurs, un autre élément déterminant et commun se dégage. Le défaut de reconnaissance de l'autre dans sa véritable réalité, conjugué à un phénomène d'indifférenciation. La peur de la perte ou de l'abandon, le manque, la quête fusionnelle ou l'idéalisation parlent du besoin de l'autre comme nourriture indispensable à sa propre survie et du sentiment d'inexistence sans cet autre. À l'opposé, la haine, l'isolement, l'indifférence ou le donjuanisme laissent poindre la représentation d'une figure dangereuse de cet autre, à fuir pour sa propre survie, et le sentiment d'inexistence en sa présence. Mais quels que soient ces deux versants, parfois combinés, l'autre demeure investi sous les traits d'une figure omnipotente, toute bonne ou toute mauvaise. Donc là, ce qu'il explique clairement, c'est que peu importe la réaction que vous avez par rapport à l'autre, que ce soit le fait d'être dans une relation hyper fusionnelle, idéalisation, ou bien une mise à distance complète, en fait, c'est toujours en lien avec l'autre. Et dans les deux extrêmes, l'idée, c'est vraiment cette peur de la dépendance, c'est la peur en fait d'être en relation avec l'autre et soit d'être dans une dépendance affective, soit de ne pas être sans dépendance affective. Parallèlement à cette image de toute puissance, nous retrouvons un phénomène d'indistinction où l'autre apparaît sous les traits du double. Double de soi, par exemple dans la fusion et l'idéalisation, ou bien double d'une ou des figures parentales,
parfois grand-parentale, fraternelle, etc. Nous retrouvons également cette problématique du double chez Don Juan, personnifié par son inséparable valet. Ce fonctionnement d'indifférenciation conduit notamment à un effacement de la réalité de l'espace existant entre soi et l'autre. En effet, la singularité unique de chacun, et donc l'altérité de l'autre, crée une différence et un écart irréductible nous séparant les uns des autres. Or, cet écart est fondamentalement créateur de vie. Par l'espace qu'il institue, un vide se forme, introduisant le manque, source de frustration qui nous pousse à le combler, à aller de l'avant, à chercher ailleurs, encore et toujours. Le manque est en cela la source même du désir, qui est élan de vie et vers toujours plus de vie. Mais c'est aussi grâce à ce vide qu'un espace peut exister et laisser place à autre chose, à ce quelque chose de nouveau, de plus. Comme le démontrent F. Dolto et G. Sévérin, c'est grâce à ce vide, à ce manque, que ça fonctionne. L'écart qui nous sépare de l'autre nous permet ainsi d'accéder à ce que nous ne possédons pas en nous-mêmes et que l'autre, qui en détient quelque chose, peut nous offrir. C'est ce que nous appelons la richesse des différences et la complémentarité. Cet écart est également créateur et garant de notre propre espace personnel. Par la frontière qu'il établit entre soi et l'autre, il nous protège des vécus d'envahissement ou de dilution. Comme les témoignages dans ce livre l'attestent, l'absence ou l'insuffisance de différenciation sont précisément facteurs d'angoisse, de vampirisation, d'absorption, de vidage ou de fantasmes tels que celui des vases communicants. Ainsi, la reconnaissance, l'intégration et le respect de l'écart qui nous sépare nous permettent à soi et à l'autre d'exister et de coexister. Nous sommes donc appelés à nous saisir de cet écart, non comme un vide abyssal, synonyme de chute, mais comme un vide créateur, qui laisse place à la différence, au désir, à la vie. Cependant, l'accès à cette dimension vivante de l'espace vide passe par des étapes préalables. Celles au cours desquelles l'individu a pu, après d'autres, découvrir, expérimenter et faire siennes les fondations sur lesquelles étayer ses sentiments d'identité, de sécurité et d'autonomie. C'est le cas du petit humain, avec son environnement familial. Cela peut l'être pour le patient, avec son psychanalyste. Ce préalable nécessaire met en relief un aspect fondamental. Le besoin de prendre appui sur ceux qui nous environnent pour grandir et accéder à notre individualité propre. Cela nous mène à la question du nous et du je, et de leur interdépendance. Cette approche nous conduit à envisager ce qui, du point de vue des dépendances affectives, relève de l'héritage reçu de notre entourage et ce qui relève de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'était la conclusion de la partie 1, donc qu'on a terminé du coup là. Donc du livre Les dépendances affectives de Véronique Berger. Donc on va commencer la lecture là de la deuxième partie. Je voulais juste vous montrer pour tous ceux qui découvrent le livre. Donc vous remontrez, en fait c'est la conclusion, et si vous voulez dans la première partie on a vu les différents visages des dépendances affectives. En gros, il y a deux types de visages. En gros, il y a deux grandes catégories. Il y a le fait de vouloir fusionner avec l'autre, par exemple le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, l'angoisse de perdre l'autre, le manque « je suis accro », le sentiment d'abandon, donc le fait de toujours être avec l'autre. En fait, tous les ressentis, les comportements sont détaillés ici.
On a la fusion à l'autre, nous ne faisons qu'un. L'idéalisation, donc c'est quand on ne veut que idéaliser l'autre, on ne veut pas voir ses défauts, etc. Donc elle explique à quoi c'est dû et du coup les conséquences, à chaque fois elle explique. La haine, je te hais mon amour, donc en gros c'est je te hais mais je reste avec toi. Évitement du rapprochement et angoisse de séparation, donc là en fait on dévie vers en fait le fait de vouloir être vraiment dans une indifférence et une séparation. Donc là c'est donc pareil, hein, être ensemble est invivable et nous quitter est inconcevable. Je ne dépends de personne, donc ça c'est le chapitre 3, l'isolation et la coupure. Donc là c'est voilà, quand on dit j'ai besoin de personne, je suis mieux seule, je ne ressens rien, je suis indifférente à l'autre, à mes besoins, à mes émotions, etc. Et Don Juan, c'est lorsqu'on enchaîne les relations et qu'en fait finalement on ne s'engage jamais. Pourquoi? Par peur, etc. Voilà. Et se protéger du lien de dépendance. Donc on a vu tout ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'elle dit à la fin aussi, c'est en fait dans une relation, il y a le je et il y a le nous. En fait, dans une relation, on est trois. Il y a la personne, il y a je, il y a moi, et il y a nous, c'est-à-dire la relation. Et en fait, c'est comment trouver cet équilibre entre ces trois personnes, en fait. L'autre, moi et la relation. Et les trois sont importants. Et en fait, c'est comment trouver l'équilibre, comment avoir sa place soi-même dans une relation, comment reconnaître l'autre dans ce qu'il est dans la relation, un être à part entière avec ses propres besoins, ses propres envies, etc. Et le nous, c'est-à-dire ce qu'on a construit ensemble, quelle relation on a construite ensemble. Voilà, donc tout ça, on a pu le voir. Et là, donc ce qu'elle nous explique, c'est que, et on l'a vu dans la partie 1, c'est que, évidemment, l'environnement familial a un énorme rôle là-dedans, puisque les parents sont les premiers à répondre aux besoins du bébé, la mère déjà dans le ventre, et par la suite par l'accouchement, et ensuite en étant bébé, et puis en grandissant. Puisque du coup, l'enfant ne fait qu'un avec la mère, puis se lie au père, et en fait, c'est aux parents de répondre aux besoins de l'enfant. Et lorsque les parents n'y répondent pas, volontairement ou involontairement, ça crée des blessures, ça crée des peurs, et donc par la suite, si ces blessures ne sont pas guéries entre guillemets, si les parents ne répondent pas et ne reconnaissent pas l'enfant dans ce qu'il est, et ben ça a des conséquences sur nous en tant qu'adultes. Et donc là, ça va être la deuxième partie, héritage des dépendances affectives, la part des autres. Donc c'est pour ça qu'elle dit cela nous mène à la question du nous et du je et de leur interdépendance. Cette approche nous a conduit à envisager ce qui, du point de vue des dépendances affectives, relève de l'héritage reçu de notre entourage et de ce qui relève de nous-mêmes. Parce que du coup, il y a l'éducation, mais il y a aussi l'environnement en tant que tel, c'est-à-dire l'image que l'on a de nos parents, l'éducation, qu'est-ce qui nous appartient, parce que l'objectif, en fait, même quand on fait une thérapie, l'objectif, c'est d'avoir son identité propre. C'est de se reconnaître en tant que personne propre, avec ses propres besoins, se créer, là elle le dit, une propre sécurité intérieure et une autonomie, sans dépendre du cercle familial et surtout des loyautés familiales qui sont parfois très toxiques et qu'on va reproduire parce que on a peur du conflit, voilà. Donc tout ça, on va le voir du coup sur cette partie 2, héritage des dépendances affectives, la part des autres. Voilà, je regarde vos commentaires. Bonsoir tout le monde. Hop. Le remède de la peur de l'engagement, ce serait quoi? Alors, il n'y a pas de remède miracle.
Mais pour avoir moins peur de l'engagement, pour petit à petit réussir à être soi-même, déjà il faut comprendre pourquoi est-ce que tu as peur de l'engagement. Qu'est-ce que tu as pu vivre quand tu étais petite? Comment étaient tes parents? Comment était la relation avec ta mère, puis avec ton père? Est-ce que tu as vécu des choses étant enfant? Alors c'est pas forcément des traumatismes comme on peut les voir, ça peut être simplement une éducation, des choses qui ont été faites, qui font en sorte que du coup, tu as une image de l'amour ou des relations qui a été construite un peu sur la peur. Parce que parfois, ça se passe très bien avec nos parents, mais il peut y avoir quand on est enfant, en fait, on va interpréter beaucoup de choses, et après, du coup, ça peut rester. Et ensuite, c'est aussi comprendre, du coup, est-ce que tu as eu des expériences qui ont validé tes croyances? Essayer de comprendre toutes ces croyances-là, les déconstruire, et ensuite travailler sur soi, sur son enfant intérieur, sur sa sécurité intérieure, et en tant qu'adulte, puisque on est adulte, on n'est plus des enfants de 5, 10 ans, même un peu plus. C'est en fait en tant qu'adulte reconnaître nos ressources, reconnaître nos forces, et s'autoriser à aller vers des personnes qui peuvent nous apporter de bonnes choses aussi. Et donc tout ça, ça se fait petit à petit, mais malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Mais après, tout est possible. Voilà. Mais déjà, analyser les comportements, analyser les schémas qui reviennent dans tes relations, voilà. Et ensuite, comprendre ton comportement. Voilà. N'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires. Coucou Rafara, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à tapoter sur le live. Et je fais des petites pauses, vous voyez, pour lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, vous pouvez compléter ce que je dis. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc, hop, bienvenue à tous. Donc je continue la lecture. Donc là, on en est au chapitre... à la deuxième partie. Et avant de lire le chapitre 1, on a une petite intro. Et ensuite, on commencera le chapitre 4 de la partie 2, du coup. L'accaparement. On va pas le lire en entier. Enfin, je pense pas, non, parce qu'il est long. Donc on va voir où on s'arrête. Voilà, alors je commence. Tout individu, par son caractère unique, est premier et ultime en sa personne même. Original, un et indivisible, sa singularité se constitue et le différencie de tout autre. Donc on a tous des singularités, en fait on est tous uniques. Il n'y en a pas deux comme vous, et vous avez votre propre personne, votre propre caractère, vos propres besoins, on est vraiment tous différents. Et ça, il faut le reconnaître. Donc ça veut dire qu'on n'est pas comme nos parents, on n'est pas comme nos frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter l'autre, mais il faut bien prendre conscience que chacun doit répondre à ses propres besoins aussi. Toutefois, son unicité ne fait pas non plus de lui un être auto-engendré, qui se suffirait à lui-même. Conçu par un couple, issu d'un groupe familial et membre d'une chaîne générationnelle dont il constitue un des maillons, il provient de ces autres qui lui préexistent et qui participent à son identité, ainsi qu'à la construction de sa personnalité. Nous avons tous été pensés avant de nous penser nous-mêmes, et nous sommes tous empreints du milieu dont nous provenons, de ce que nous y avons vécu et de ce que nous en avons hérité. À la fois à part, parce qu'unique, et membre d'un ensemble auquel nous appartenons, notre personne se constitue d'un je et d'un nous. Ce nous représente notre cellule familiale, de base, et le groupe de la famille élargi. Le nouveau-né arrive dans une communauté où, au fil des générations, se sont formées et transmis des croyances, des valeurs, des règles, des alliances,
des modes de relation, d'identification et de représentation, de soi, des siens, du monde. Cet ensemble, qui nourrit la réalité psychique et la communauté familiale, participe ainsi à la construction de la psyché de l'enfant. Inversement, la personne de l'enfant, tout comme chacun des individus de la famille, influe elle aussi sur la vie psychique du groupe. Une interaction et une interdépendance lient en effet le groupe familial et ses membres. Chaque individu est ainsi constituant et constitué du groupe. Donc, on comprend que une personne dans une famille constitue le groupe, donc c'est un constituant du groupe, il fait partie du groupe, mais il est aussi constitué du groupe, c'est-à-dire que le groupe, le cercle familial va déteindre sur lui, forcément, dans l'éducation, l'environnement, on l'a vu, les valeurs, les règles, les modes de relation, etc. Donc on alimente le groupe en tant qu'individu, mais le groupe nous alimente aussi. La famille joue un rôle considérable dans l'organisation de la vie psychique de ses membres. En tant qu'entité groupale, elle assure une fonction d'enveloppe contenante de frontières entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur de la famille. Se situer au sein de cette enveloppe participe à l'établissement du sentiment d'appartenance au groupe, essentiel à l'ancrage de la personne et constitutif de son identité. De même, cette frontière participe au sentiment de sécurité de ses membres, notamment par le rôle qui en découle de protection et de séparation d'avec l'extérieur. Par ailleurs, le groupe familial assure des fonctions de liaison et de cohésion entre ses membres, de circulation, d'assimilation et de transformation psychique de leur vécu et des événements heureux ou dramatiques survenus dans la famille. Une autre de ses fonctions principales consiste en la transmission des idéaux, des valeurs, de la culture du groupe, de ses règles, pactes et servitudes. Ainsi, en échange de ce que le groupe offre à ses membres, il impose à ces derniers de renoncer à une partie de leur individualité au profit de l'esprit de corps, d'adhérer à ses croyances, de respecter ses règles, pactes et alliances, et de se voir assigner des places et missions. Il est donc important, comme le rappelle René Case, de nous garder de l'illusion de l'autonomie de l'individu, nette de tout tribut à la tribu. Donc là, pour reprendre, alors c'était peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est d'expliquer que en fait, le groupe sert de protection auprès de l'extérieur parce qu'en fait, en tant qu'individu, on a tous besoin d'appartenir à un groupe. Et le premier groupe, c'est le groupe familial. En tout cas, classiquement, on va dire. Si une personne est née sous X, par exemple, ou est dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil, en tout cas, le premier groupe sera le groupe dans lequel l'enfant va grandir. Et c'est dans celui-là qu'il va prendre ses repères, qu'il va construire son identité, qu'il va se sentir, normalement, doit se sentir en sécurité auprès de ces membres-là. Et en tant qu'humain, il va alimenter lui aussi, du coup, le groupe. Et en fait, on n'est pas réellement autonome dans ce groupe-là. En fait, on peut penser être complètement séparé du groupe, complètement différent, mais en réalité c'est faux parce le groupe a forcément déteint sur nous et a forcément pris part à notre personnalité en fait. Alors je continue. Parmi ce tribut à verser à la communauté se trouvent les délégations et missions inconscientes assignées à l'enfant par ses parents et ascendants. Donc délégation et mission, c'est quand le parent
les ascendants, les grands-parents, les tontons, les tatas, les frères, les sœurs, etc. Enfin, on va dire plus âgés. Frères et sœurs, c'est pas les ascendants, mais voilà. Donc, en fait, vont attribuer à l'enfant une place particulière et vont lui demander des choses particulières, que ce soit dans la relation ou plus globalement pour le groupe, en fait, que ce soit dans les relations entre deux personnes dans le groupe ou pour le groupe. Et donc, à son insu, l'enfant sera ainsi appelé à occuper une place et à assumer la charge qui en incombe. Et souvent, on parle de l'aîné qui a une place particulière, celui du milieu qui en a une autre, parfois oubliée, le dernier qu'on va laisser. Voilà, souvent, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur TikTok avec les places des enfants, etc. Et même les parents avec les enfants. Donc ça, c'est souvent ça, par exemple. Donc, ce peut être donc la charge qui en incombe. Ce peut être celle de veiller sur son parent fragile, d'incarner un idéal ou un ancêtre, de garder les valeurs et règles du clan, de tenir la place de bouc émissaire sur qui le groupe décharge toutes ses mauvaises parts, etc. Comme tout membre de la famille, l'enfant reçoit des héritages dont il doit endosser la charge. Chacun se trouve psychiquement engagé dans un réseau de traces, empreintes, marques, vestiges, emblèmes, signes et signifiants dont le sujet hérite, qu'il reçoit en dépôt, qu'il enquiste, transforme et transmet. Parallèlement, l'enfant prend appui dès l'origine sur ses parents et son groupe familial pour se construire et étayer son développement psychique et affectif. En même temps que leur rôle nourricier et protecteur, les parents assument la fonction d'éducateur et de modèle auprès de leurs enfants. Ils jouent à cet égard un rôle actif dans le développement des capacités d'autonomie et d'individuation de leur progéniture, donc de l'enfant. De son côté, l'enfant détient ses propres ressources et compétences à grandir, évoluer et se transformer. Celles-ci seront stimulées ou freinées, voire empêchées selon ses conditions de vie et la qualité de vie relationnelle dont il bénéficie. Lorsque l'enfant est confronté à un ou des parents profondément carents, c'est-à-dire en manque, où il leur manque quelque chose, qui ne font pas leur rôle en fait de parents, son développement psychique peut s'en trouver gravement affecté. Il se trouve entravé dans la construction d'un degré suffisant d'autonomie, de confiance en soi et en l'autre, ainsi que d'estime de soi. Or, ces conditions sont nécessaires pour vivre le lien de dépendance affective, y compris à l'âge adulte, dans un sentiment de relative sécurité. Donc, ces conditions d'autonomie, de confiance en soi et d'estime de soi, elles sont nécessaires pour que lorsqu'on a ce lien de dépendance affective, on se sente en sécurité avec soi-même. Parce qu'on est aligné avec nous-mêmes, on est confiant, on a ce pilier en nous d'autonomie, de confiance en soi et en l'autre aussi, et d'estime de soi. Parce que les parents nous ont donné assez d'amour, ont répondu assez à nos besoins, nous ont montré que la relation était de confiance et psychiquement, dans le cerveau, l'enfant va grandir en comprenant que c'est possible de vivre avec de l'amour, de la confiance, des échanges, des discussions, d'être lui-même, etc. Sauf que quand un parent lui-même n'a pas tout ça, n'a pas cette autonomie, cette confiance en soi, cette estime de soi, n'a pas reçu suffisamment d'amour, a des carences affectives, et ben il va transmettre ça à son enfant. À défaut, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce livre, la dépendance affective est assimilée à une mise en danger et s'accompagne du sentiment impérieux de ne pas pouvoir exister sans ou avec l'autre, parfois les deux,
alternativement ou conjointement. Tout parent porte en lui des failles, des insuffisances, des défauts, et commet nombre d'erreurs. Ça, c'est vraiment tous les parents, et c'est normal parce qu'on est humain. Pour autant, cela ne préjudicie pas au bon développement de l'enfant. Bien au contraire, la reconnaissance et l'acceptation par les parents de leurs propres défaillances lui permettent de se dégager d'idéaux asphyxiants, de connaître et d'intégrer à son tour une réalité profonde, celle des limites et imperfections humaines. Il peut ainsi expérimenter que les parts déplaisantes et ratées des parents, et par extension des autres, n'excluent ni ne suppriment la présence du bon en eux. Donc là, ce qu'elle explique, c'est que lorsqu'un parent est conscient, en fait, de ses défauts et de ses insuffisances, il sait les reconnaître, il ne les cache pas, et en fait, il les intègre en tant que tel dans ce qu'il est, en fait. Et quand il en fait une réalité, en fait, il y a un équilibre qui se fait, puisque plus on est conscient, plus on réussit à faire en sorte de faire un peu une balance. Et c'est pas parce qu'un parent a des failles, a des insuffisances, que c'est un mauvais parent. Il y a du bon en tout le monde, et un parent peut être tout à fait, dans sa présence et dans l'éducation qu'il va donner à l'enfant, peut être tout à fait bon et sécurisant pour l'enfant, de manière à ce que l'enfant puisse grandir, comme on l'a dit, en autonomie, avec de l'estime de soi et de la confiance en lui. Donc je continue, on en est là. Alors je vous remonte le livre. Voilà. Le livre, alors vous avez sur mon lien en bio, vous pouvez aller sur mon profil, vous cliquez dessus et vous allez l'avoir si vous êtes intéressé. Sinon il est dans plein de librairies. Voilà, vous regardez sur internet, vous allez le trouver, n'hésitez pas à faire une capture. Voilà, sinon vous l'avez sur mon profil. Donc on en était là. En ce sens, vouloir devenir des parents modèles relève de l'illusion et traduit un égarement. L'important ne consiste donc pas à être parfait, mais à reconnaître nos erreurs, nos maladresses et nos fautes, et à les prendre en compte, et à essayer de les transformer pour que du mieux advienne. Dans ce domaine, l'aveuglement et la surdité représentent de véritables handicaps à l'instauration d'une relation vivante et saine entre soi et l'autre, et notamment entre parents et enfants. Ce sont ces handicaps sur lesquels je propose de nous pencher en abordant 3 champs de réflexion. L'accaparement de l'enfant par les parents, le désamour du ou des parents envers l'enfant et l'enchaînement que produisent certains héritages familiaux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir dans le chapitre. On va commencer par l'accaparement de l'enfant par le ou les parents, donc dans le chapitre 4. Donc avant de le lire, je vous montre du coup les chapitres. Donc on a vu, donc il y aura l'accaparement, le désamour, donc l'accaparement, la mère symbiotique, quelques réflexions à propos du père, le père omnipotent, le parent fragile, parentification et emprise. Ensuite chapitre 5, le désamour, donc quand le parent disparaît, quand le parent devient psychiquement absent, violence et abus. Et le chapitre 6, les héritages familiaux, donc généalogiques et ses transmissions, et la famille et le sacrifice. Donc c'est un livre qui est vraiment intéressant et étant donné qu'on a, personne n'est parfait, on a tous eu des parents qui ont fait des choses bien et parfois moins bien. Après ça dépend des gens. Parfois ça peut être parfois l'environnement familial peut être extrêmement traumatisant ou très complexe. Parfois ça peut très bien se passer. Mais pour le coup, le livre, il permet de faire la part des choses, quoi, je trouve. Yes, et le livre, c'est ça, il est à 9,90.
Alors, je parle pas trop du livre parce que je vais encore être bloquée par TikTok. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir directement sur mon profil. Vous aurez toutes les informations. Parce que si je fais trop de promotion, il me bloque mon live. Donc, voilà. Mais en tout cas, bon, on est là pour la lecture, quoi. Donc, chapitre 4, l'accaparement. Donc, on va lire encore 20 minutes, je pense, à peu près, ou une demi-heure. Et puis après, on aura fini pour ce soir. Parmi les situations pouvant lourdement handicaper la relation parent-enfant, nous trouvons celle que j'ai identifiée sous le terme de l'accaparement. Nous sommes ici confrontés à la présence d'un trop d'amour. En réalité, un excès d'attente et de sollicitation d'un ou des parents à l'égard de l'enfant. Il ne s'agit pas ici de sollicitations exercées dans l'intérêt de l'enfant, comme l'inciter à se responsabiliser ou à s'autonomiser, ou encore l'apprentissage du respect et du partage, mais de demandes faites au principal bénéfice du parent lui-même, de réassurance, de valorisation, de comblement de toute puissance, d'exclusivité et au fond de réparation de ses propres blessures ou manques enfouis ou non. Donc là, vous comprenez, l'accaparement, c'est quand le parent sollicite l'enfant pour ses propres besoins, pour les propres besoins du parent. Parce que le parent pense qu'à travers l'attention et l'amour que va lui donner l'enfant, il va pouvoir se guérir de tout ce qu'on a pu voir. Donc, sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. L'enfant se trouve alors plus ou moins inconsciemment investi de la mission titanesque de soigner ou de combler son parent blessé, malheureux, revendicateur ou bien encore vengeur. La notion d'accaparement renvoie à la volonté, que le parent se dissimule souvent à lui-même, de monopoliser son enfant et de s'en emparer et de le garder à soi. L'enfant se trouve dessaisi de lui-même, puisque injonction lui est faite d'être tout entier à son parent demandeur. En même temps, du fait même du rapport d'exclusivité propre à l'accaparement, il se trouve dessaisi de son désir et de son droit de se tourner vers les autres, et privé de sa liberté d'aimer. Ses besoins de base, se nourrir, se vêtir et avoir un toit, et d'autres tout aussi nourriciers, être aimé et élevé, de même que sa condition de petit humain, rendent l'enfant particulièrement dépendant de ses parents, ou ceux exerçant cette fonction. Son état naturel de dépendance et son désir central d'amour le placent dans un devoir de loyauté envers ceux dont il dépend, ainsi que de la nécessité de soigner son ou ses parents endommagés. Mais la démesure des attentes parentales et les stratégies épuisantes et généralement infructueuses de l'enfant peuvent lui devenir très néfastes, notamment en le ligotant dans un rapport aliénant et insoluble de dépendance toxique. Donc, ce lien-là, toxique, il se crée parce que le parent est en besoin et que l'enfant n'a pas d'autre choix vu qu'il est petit, il est bébé et puis c'est un enfant en grandissant, de pouvoir répondre à ses besoins de base. Donc se nourrir, se vêtir, avoir un toit, être aimé, être élevé, etc. Donc il va y avoir une forme de chantage en fait qui va se créer, de loyauté toxique, de dépendance en fait à l'autre, quoi. Alors, la mère symbiotique. J'ai eu l'occasion, en première partie de cet ouvrage, de souligner et préciser l'importance primordiale pour le nourrisson de l'état de symbiose l'unissant à sa mère. À cet état originel succèdent peu à peu d'autres étapes et expériences dans son développement qui lui permettent de différencier le moi et le non-moi, son monde intérieur et la réalité extérieure. Grâce à la présence de tiers, et en particulier du père, il parvient à une séparation psychique progressive d'avec sa mère qui conduit à son individuation.
un lien fusionnel et exclusif. Mais si cette séparation se rapporte à l'enfant, elle concerne tout autant la mère. Or, l'enfant peut se trouver assujetti à une mère qui refuse inconsciemment cette séparation, en quête d'un lien affectif et émotionnel de type fusionnel avec son petit, investi comme un prolongement d'elle-même dans l'illusion d'un comblement tout-puissant et d'une autosuffisance. Ces mères dites symbiotiques ont alors généralement déserté leur statut de femme au profit d'un investissement exclusif de leur place de mère. Ainsi se sont-elles détournées de leur conjoint comme porteurs de leurs désirs et d'autre part ne leur laissent pas de place comme père auprès de l'enfant. Seul ce dernier les comble, et leur quête narcissique est telle qu'elles n'envisagent pas que cet enfant puisse trouver hors d'elle un sentiment de plénitude et d'existence. Le père, en tant qu'autre, tiers différenciateur, est ainsi barré. Ces mères, qui se veulent être tout pour leur enfant, installent celui-ci dans une illusion de toute puissance et dans la croyance d'être l'objet et unique objet de leur désir. Ce mode de relation close sur elle-même produit des fantasmes inconscients d'autosuffisance et d'auto-engendrement, et de double. De même, elle entrave et au pire ferme l'accès pour l'enfant à la différenciation, à la séparation, à la castration symbolique et à son individuation. Donc cette symbiose que la mère veut faire avec l'enfant, en fait, ça va priver l'enfant de créer sa propre identité, puisqu'en fait, tout est fait par rapport à la mère qui est sans cesse en demande de répondre à ses propres besoins à elle. Et en fait, la mère va créer une relation, donc cette relation-là, et va, donc on le voit, va écarter le père de la relation qu'il peut avoir lui-même avec l'enfant et avec la femme en tant que femme, que conjointe en fait. Et donc, voilà, le père est écarté et c'est aussi ce qui fait que du coup, l'enfant ne grandit pas en tant qu'être différencié, quoi. Et castration symbolique, c'est quand on dit, voilà, quand on coupe le cordon, quoi, en fait. C'est un peu dans ce sens-là, quoi. Dans ce sens, Fréjaville qualifie ces mères omnipotentes, fantasmatiquement bisexuées, de redoutables pour leur progéniture. En fait, elles prennent la place du père et de la mère. Dans leur histoire, elles-mêmes n'ont pu accéder à leur propre individuation et sont restées fixées à leur vœu de petite fille, de combler le parent aimé et d'être comblée par lui. Donc vous voyez, quand le parent agit, c'est que lui-même en tant qu'enfant, il a vécu des choses. En fait, c'est toujours une boucle. Et c'est pour ça qu'il est important de se questionner sur ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, parce que c'est vraiment la source de tout. Et c'est important de couper avec ces schémas-là, parce que même si on le fait pas pour soi, on le fait pour nos enfants si on en veut, si on peut en avoir, etc. Donc l'idée, c'est d'éviter de reproduire ça aussi avec les personnes de notre entourage ou avec nos enfants, quoi. Le conjoint se trouve ainsi écarté et délogé de sa place de partenaire amoureux et de père, tandis que l'enfant est inconsciemment identifié aux parents aimés de la mère et à l'enfant que la mère a été. Par ce subterfuge inconscient, il serait à la fois le parent-enfant comblant et l'enfant-mère comblé. Donc là, je coupe pour expliquer un petit peu à chaque fois, j'espère que ça vous perd pas dans la lecture. Mais du coup, l'enfant, il a un double rôle parce que, en fait, il va être à la fois le parent qui calme le vrai parent, donc il va être vraiment parentifié, et il va être l'enfant-mère comblé, c'est-à-dire que la mère, en fait, va donner à l'enfant ce qu'elle aurait aimé avoir.
Voilà. Donc en fait, il y a vraiment un lien, une espèce de double, voilà, un double rôle, quoi. Dans ce fonctionnement, la mère place son enfant dans une terrible méprise, celle de se croire être tout pour elle et d'être véritablement aimé pour ce qu'il est. Plus tard, devenu adulte, le fils ou la fille se trouve bien souvent piégé par ses illusions et aux prises avec une relation de grande dépendance où soi et l'autre, double fantasmique de la mère, serait tout l'un pour l'autre. Si d'aventure la personne prend conscience de sa méprise dont elle fut victime, la désillusion devient amère et très douloureuse. Léa ou l'amour dupé. C'est le parcours de Léa, fille unique d'un couple où régnaient mésentente et désamour. Sa naissance semble avoir été l'occasion pour sa mère de se détourner du père, qu'elle n'aura de cesse de disqualifier tout au long de l'enfance de Léa, pour se tourner exclusivement vers sa fille, devenue son principal centre d'intérêt, son amour exclusif et son objet de comblement. Léa grandit, dans cette illusion de satisfaire à elle seule sa mère, à laquelle elle reste très attachée, et dont elle considère que sa vie d'épouse fut ruinée par un mari volage et violent. Dès son plus jeune âge, Léa adresse tout son amour filial à sa mère, et reste à distance de son père, ressenti comme profondément défaillant, apparaissant sous les traits d'un homme violent et terrorisant lors des scènes de ménage ou d'un homme honteux et abandonnique lors de ses escapades adultères. À l'adolescence, Léa se sent tiraillée entre son désir de vivre sa vie de jeune fille et son sentiment d'abandonner sa mère, qui ne manque pas de lui faire sentir combien elle se sent seule et délaissée. Envahie par des sensations d'étouffement et d'enfermement, déprimée et écœurée par le climat familial délétère, et bien que minée par un fort sentiment de culpabilité de laisser sa mère, Léa quitte le foyer parental lors de sa 22e année. Sa vie amoureuse, parsemée de déceptions et de heurts auprès de partenaires féminins, l'amène à consulter. Au fil de sa psychanalyse, elle prend peu à peu conscience qu'elle reproduit et maintient la relation maternelle symbiotique avec ses compagnes. Elle réalise la méprise dont elle fut longtemps captive et arrive à la douloureuse désillusion de ne pas avoir été réellement aimée pour elle-même, mais utilisée par sa mère comme objet de remplissage de son propre vide. Léa est alors assaillie par un énorme chagrin et un fort sentiment de trahison. Elle se sent flouée et manipulée, comme si elle n'avait pas été aimée pour de vrai. Elle traverse alors une période difficile, de désillusion, amenant son lot de désarroi, de profonde tristesse, de colère énorme et de mise en doute de toute forme de relation, y compris psychanalytique. Après un long temps d'errance et de désespérance, Léa est parvenue à réorganiser sa vie, notamment relationnelle et amoureuse. L'histoire de Léa est édifiante. L'histoire de Léa est édifiante en ce qu'elle met en relief le vécu de l'enfant enfermé dans une relation duelle avec sa mère, en charge de la combler, de la consoler ou encore d'être son double. Son histoire révèle également une des caractéristiques de ce mode de relation, la mise à l'écart du père. Le déni maternel est bien souvent ensuite repris à son compte par l'enfant, avec le risque de le reproduire à son tour dans sa vie d'adulte et de parent. Mais comme le témoignage de Léa l'illustre, l'écartement du père et le déni de son rôle structurant ne deviennent pleinement opérants qu'avec sa propre complicité, c'est-à-dire lorsqu'il occupe lui-même une place de père méprisable, violent, abandonnique ou bien encore démissionnaire face à l'omnipotence maternelle. Par cette complicité active ou passive, le père déserte sa fonction,
laisse l'enfant seul face à sa mère et l'abandonne au vampirisme de la mère symbiotique. Une figure monstrueuse. Point d'interrogation. La relation symbiotique à l'enfant, signe d'une volonté de possession, peut par ailleurs produire, par les vécus d'étouffement, d'envahissement et de vampirisation qu'elle engendre, des réactions défensives de phobie, de fuite et d'attaque du lien relationnel. L'anorexie relève parfois de ce mode de réponse. Bernard Brusset note à cet égard la constance d'un reproche chez certaines patientes anorexiques dans leur rapport avec leur mère. Sans elle, je suis moi. Il ne s'agit pas pour autant de sombrer dans le manichéisme et la caricature des mères monstrueuses. La densité des attentes nourries par un certain nombre de mères à l'égard de leurs chérubins ne constitue pas inévitablement une menace pour leur développement psychique et affectif. Encore une fois, cela ne le devient que lorsque ces attentes et demandes sont démesurées et s'exercent dans le déni de la réalité même de l'enfant. D'autre part, la figure monstrueuse de la mère est davantage à entendre du côté des représentations internes de l'enfant produites par le vécu de l'accaparement que d'une volonté machiavélique des mères dites symbiotiques. Donc, il ne faut pas voir forcément toutes les mères comme des mères monstrueuses. En fait, toutes les mères ont des attentes et ont des besoins à l'égard de leurs enfants dans la relation forcément mère-enfant. Ça constitue pas forcément une menace pour le développement psychique et affectif de l'enfant à partir du moment où il n'y a pas de déni de la réalité de l'enfant, où l'enfant il est reconnu dans sa propre identité, dans ses besoins, etc. Il n'y a pas une forme de mise de côté en fait des besoins de l'enfant et juste une mère très égocentrique, quoi. C'est à partir du moment où il y a du narcissisme, de l'égocentrisme, etc., que là, ça devient vraiment... où là, ça devient vraiment une menace, quoi. Voilà. Et toutes les mères ne le font pas consciemment, parce que on n'est pas toujours conscient de nos besoins. Parfois, on réagit en pensant que, en fait, c'est parce qu'on aime énormément notre enfant et que du coup, on pense faire au mieux parce que ça nous nourrit. Mais en réalité, il faut se questionner sur le degré et jusqu'où en tant que mère, on est prête à aller pour répondre à nos propres besoins au détriment de l'enfant. Est-ce que tout tourne autour de la mère ou de l'enfant ? Alors, donc on en est ici. Leurs comportements, pour la plupart, ne répondent pas à une intention malveillante envers leur enfant, mais relèvent d'une confusion psychique et d'un défaut d'assimilation minimale des manques, blessures et conflits non résolus de leur enfance, dans lesquels elles se sentaient englouties et perdues. Ce qui est à incriminer n'est pas la reproduction de ce passé en tant que tel, mais l'aveuglement et la surdité dans lesquels certaines mères s'enferment au mépris de la santé de l'enfant. Mais comme je l'ai souligné plus haut, l'omnipotence de ces mères ne se déploie pleinement qu'avec la connivence, même par omission des pères. Si la mère symbiotique se veut seule maître de la relation parent-enfant, elle n'en est pas seule actrice. Cela souligne l'importance fondamentale de la place et du rôle du père auprès de l'enfant. Importance que l'on a parfois tendance à minimiser, particulièrement au regard de la prime enfance. Alors, donc je vais... Je vais lire les quelques réflexions à propos du père et on aura fini la lecture pour ce soir. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4... Voilà, il reste 4 pages et demie. Et on aura terminé la lecture pour ce soir.
Quelques réflexions à propos du père. Bon nombre de personnes, y compris des professionnels de l'enfance, notamment de la petite enfance, et des auteurs d'ouvrages et d'articles sur la question, privilégient la relation mère-enfant dans leurs réflexions sur la vie et l'équilibre psychique infantile. Par ailleurs, n'entendons-nous pas couramment que tel enfant est inhibé parce que sa mère l'a trop couvé, tel autre tyrannique parce que sa mère lui passe tous ses caprices? Que le petit un tel est livré à lui-même parce que sa mère travaille et rentre tard? Ou encore que tel fils est devenu homosexuel parce qu'il était le fils à maman? Mais quid des pères de ces mêmes enfants? Des fonctions distinctes et déterminantes. Par l'impasse faite sur les pères, tout se passe comme si on attribuait aux mères une hégémonie sur leur progéniture, tout en la leur reprochant, en particulier quand l'enfant va mal. L'effacement de la prise en compte des places et rôles paternels, ou leur cantonnement à la partie du foot dominical ou au coup de gueule du jour, est regrettable et foncièrement spécieux. Père et mère partagent certains rôles, à savoir ceux de nourrir, d'élever et de protéger l'enfant. Toutefois, ils n'occupent pas les mêmes places ni les mêmes fonctions. L'enfant d'ailleurs ne s'y trompe pas. À la différence de certains parents pris dans le fantasme ou l'illusion d'occuper les deux places à la fois, on entend parfois un parent dire, dans le cas de familles monoparentales par exemple, « J'ai été seul à élever mon enfant et j'ai fait office de père et de mère pour lui. » Mais si les places et fonctions paternelles et maternelles sont distinctes, elles sont tout aussi déterminantes dans la construction de l'enfant. Qu'en est-il alors du père ? En premier lieu, si le père participe à la conception de l'enfant, il n'a pas part, corporellement parlant, à sa gestation ni à sa mise au monde. À la naissance, le nourrisson et sa mère ont déjà partagé une cohabitation de chair, d'émotions, d'expériences vécues bon gré et mal gré, selon le désir d'enfant de la mère notamment, mais vécues dans un lien d'indivision. De cette communion de vie, la mère est d'emblée placée dans un état de maternité, qu'elle le désire ou non, et ne peut douter que cet enfant soit le sien. Le positionnement du père, quant à lui, diffère. Être le géniteur ne suffit pas à le rendre père. Il en va de même pour la mère, ce n'est pas la fécondation en elle seule qui la rend mère. En revanche, son état de maternité la confronte et la relie généralement à la réalité de son statut de mère, et son désir lui en donne toute sa profondeur. C'est son désir de paternité qui va véritablement fonder sa place de père. En quelque sorte, le père adopte son enfant. Cela correspond à la symbolique dans la religion chrétienne de la place de Joseph comme père de Jésus. Il n'en est pas le géniteur, mais il adopte cet enfant comme sien et se positionne comme père nourricier, éducateur et protecteur de son enfant et du couple mère-enfant. Joseph assume la paternité légale de Jésus. Si les références évangéliques à l'enfance et aux parents de Jésus restent lapidaires, il est particulièrement intéressant de constater que toute mention à Joseph disparaît à partir de l'entrée de Jésus dans sa vie publique d'homme de 30 ans, âge de la maturité et de l'accomplissement. Père réel et père symbolique. Alors, je vous remonte juste le livre. Alors, c'est pas un livre chrétien, c'est vraiment Véronique Berger. Elle est psychanalyste. Voilà. Mais bon, il y a toujours souvent dans un livre de développement personnel, il y a des références religieuses et surtout dans les livres français, forcément, il y a toujours il y a des références souvent du coup à la religion chrétienne, quoi. Voilà. Père réel et père symbolique.
Cette éclipse vient ici symboliser deux aspects fondamentaux du rôle du père comme initiateur, instaurateur et garant de l'accès de son enfant à son autonomie et à son individuation. D'une part, on peut y avoir l'attitude respectueuse et nécessaire du retrait du père permettant au fils, l'âge venu, d'occuper sa place d'homme. D'autre part, l'effacement de Joseph vient figurer le passage symbolique pour l'enfant du père à la réalité, de la réalité au père symbolique. Ce dernier, figuré dans les évangiles par Dieu le Père, est le représentant psychique intériorisé et incarné des lois humaines et des limites qui en découlent. Du point de vue psychanalytique, cette symbolique est identifiée sous le terme de fonction paternelle, ou selon la formulation de K. Tristram et de S. Tomasella, de père du symbolique. Ainsi, dès la venue au monde de l'enfant, le père occupe la place de tiers face au couple originel, mère-enfant, et incarne ce qui est autre que la symbiose mère-bébé. De cette place particulière, il introduit des éléments de différenciation et de réalité extérieure. Mais aussi et surtout, il introduira l'enfant à l'ordre du symbolique, de la loi et du langage, en interdisant la satisfaction immédiate du désir omnipotent, rompant un cordon ombilical psychique liant l'enfant à son premier objet d'amour, la mère, amenant peu à peu l'enfant par une castration symbolique à l'assomption de soi-même et à son individuation. La fonction paternelle est ainsi résumée par Lacan. La vraie fonction du père est d'unir le désir à la loi. Grâce à cette fonction centrale du père, l'enfant intériorise et intègre la castration symbolique qui lui permet d'accéder aux fruits de la castration, c'est-à-dire à une liberté plus grande et plus dense. Les bénéfices sont nombreux, dont celui de l'autonomie ou encore de la création, qui, par le travail de symbolisation qui la caractérise et l'engagement qu'elle implique envers le corpus social et les risques de castration qui l'accompagnent, relève bien plus du paternel que du maternel. On parle d'ailleurs de la paternité et non de la maternité d'une œuvre. Mais pour que l'enfant puisse parvenir à ces bénéfices, encore faut-il que son père, ou celui qui le représente, ait lui-même suffisamment accédé à ce registre de la castration symbolique pour pouvoir l'incarner et la transmettre. Une autre condition l'accompagne, celle d'un vrai lien d'amour et de confiance les unissant, car l'accès aux fruits passe aussi par la frustration qui, grâce à ce lien d'amour, deviennent assimilables. La relation d'accaparement signe un défaut d'accès à ce registre et les cas des pères omnipotents en sont une illustration. Donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc pour résumer la dernière partie sur la place du père, en fait donc alors je vais essayer de résumer, mais en fait il y a le père, voilà, le père réel et le père symbolique. En fait, le père, comme il ne crée pas l'enfant et ne l'enfante pas, a un rôle extérieur. Et ce rôle extérieur paternel, il vient quand le parent, enfin le père, reconnaît l'enfant grâce à la parentalité en fait, grâce à son rôle paternel. Sinon, c'est un géniteur. Mais la mère, c'est pareil. Une mère, elle va développer l'enfant et le faire naître, elle va être une génitrice, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà. Mais elle va être une mère lorsqu'elle va endosser son rôle maternel, d'éducation maternelle, et le père paternel. Donc la mère, elle va avoir ce lien fusionnel avec l'enfant, et l'équilibre, il va se faire grâce au père, puisque le père, comme il est extérieur, comme il n'y a pas eu de lien physique avec l'enfant, va représenter tout ce qui est extérieur.
Et l'extérieur, en fait, il va falloir l'associer avec l'amour paternel. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir, parce que il va grandir avec, du coup, cet équilibre entre le lien maternel qui est représenté par la mère, avec le fait d'être couvé, etc., avec le lien paternel des expériences extérieures, en gros. Voilà. Et donc on parle de castration symbolique parce qu'en fait, le père va conduire petit à petit l'enfant vers des expériences extérieures à la mère par la relation paternelle, mais une relation extérieure de confiance. Et va aussi, du coup, créer en fait le cadre dans lequel l'enfant va grandir. Le cadre, on parlait de loi. La loi, en fait, c'est dans le sens où l'éducation avec le cadre, ce qu'il faut faire et ne pas faire, c'est l'enfant, c'est le père qui va aussi le donner. Voilà. Donc c'est un vrai équilibre entre les deux dans lequel l'enfant doit grandir, sauf qu'on l'a vu, quand la mère est omniprésente, elle ne va pas laisser va accaparer l'enfant, voilà, elle ne va pas laisser le père jouer ce rôle-là. Même si les parents ne s'entendent pas, même s'il n'y a plus d'amour entre les parents, c'est une relation d'adulte. Et l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Et la mère doit quand même laisser le père jouer son rôle paternel. Donc voilà, sauf évidemment s'il y a danger, etc. Mais ça c'est autre chose. Mais on l'a vu par exemple avec Léa, donc sa mère était omniprésente, accaparait l'enfant, donc Léa, et le père, même s'il n'y avait plus de relation de couple, en fait la mère, par sa présence, faisait en sorte que le père soit toujours absent. Et Léa, en grandissant, a associé l'absence du père à le fait qu'il ait des aventures ailleurs avec sa mère. Donc en fait, elle a associé les deux, alors qu'en fait non, c'est le père n'était pas là, entre autres parce que la mère accaparait beaucoup. Bon, après, on n'a pas l'histoire en détail. Il y a aussi sûrement, parce que le père était quand même violent, etc. Donc, est-ce qu'il voulait vraiment jouer son rôle paternel? Voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment, l'idée, c'est vraiment de différencier la relation de couple de la relation parentale. Voilà, même si le couple ne s'entend plus, ça n'empêche qu'il y a un devoir parental d'élever quand même, voilà, pour mettre en sécurité les enfants, parce qu'on va les élever dans un équilibre psychique intérieur et extérieur, quoi. Voilà, donc on a fini la lecture. Donc je regarde vos commentaires. Le livre, vous pouvez le retrouver dans mon lien en bio. Donc si vous allez sur mon profil, vous cliquez sur mon lien et vous allez voir, vous avez le livre. Donc c'est un lien Amazon, vous pouvez le commander dessus. Il coûte 9,90 €. Sinon, vous pouvez le retrouver dans plein de librairies. Voilà. Donc si vous préférez votre librairie de quartier, je comprends. C'est même mieux. Mais en tout cas, voilà. Sinon, vous pouvez le commander sur mon lien en bio, n'hésitez pas. C'est un lien affilié. Voilà, je le précise pour être clean. Voilà. Donc, je remonte vos commentaires. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Bienvenue à tous ceux qui sont là habituellement. Donc le prochain live, ce sera demain. Donc j'essaierai de faire pareil la lecture vers 20h pour pas faire trop tard. Donc 20h, 20h30. Et j'essaierai d'en faire une mercredi aussi. Et après, je vous dirai au fur et à mesure. Et donc voilà, donc moi je m'appelle Marine et je fais de la lecture de livres de développement personnel. On a lu un peu de tout. Vous pouvez retrouver tous les livres, pareil, sur mon lien en bio dans mes recommandations. Voilà. Yes, c'est ça. Comme Aura Farah le dit, voilà. Je fais des lives en fonction de mes disponibilités. La semaine dernière, j'en ai pas trop fait, pas parce que j'étais pas dispo, mais parce que j'avais eu un signalement sur TikTok. Voilà. Et j'avais peur que mon compte saute. Donc, pour tout vous dire. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas fait. Mais là, j'ai repris.
Donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre tranquillement en tout cas. C'est pour ça, voilà, n'hésitez pas à tapoter quand vous êtes sur le live, comme ça évite les signalements et tout ça. Hop. Merci Julia, merci beaucoup. Je suis très contente aussi de vous avoir en live, parce que c'est quand même grâce à vous, comme je le dis souvent, hein, si vous n'étiez pas là, je lirais dans le vide. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Rafara. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je referai un live demain. Vous avez les replays, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller écouter la première partie ou le début du live, même pour ceux qui n'étaient pas là, donc je vais publier le live là ce soir. Donc le live de ce soir, il sera en replay sur ma chaîne YouTube. Et vous avez les lectures précédentes, donc tout le début du livre, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis aussi le replay du dernier livre qu'on a lu avant ça. Donc c'était Influence et manipulation. Vous l'avez ici. Voilà. Donc vous l'avez là. Je me suis fait mal, c'est un peu... Voilà, donc vous l'avez ici. Et il y a le replay aussi du livre de Joe Dispenza. Donc la moitié, mais voilà, c'est parce que je découvrais que je pouvais mettre des replays. Donc voilà. Et vous avez aussi des vidéos de méditation, parce que j'enregistre aussi des méditations guidées. Donc si ça vous intéresse, pour vous détendre, je vais faire plein de vidéos thématiques de méditation. J'essaye d'en sortir une par semaine, donc depuis la semaine dernière. L'idée c'est d'en sortir au moins une par semaine. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir. Yes. Ouais, non mais c'est clair, ce livre il est trop bien. Il peut être un peu compliqué, il y a des mots voilà, qui sont parfois un peu compliqués. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois de faire des pauses et expliquer. Mais il est trop bien. En fait, il est quand même assez... il est clair et on comprend quand même tout hein, au final. Et puis j'aime bien comment elle l'a écrit, quoi. Donc je vous remonte Véronique Berger, psychanalyste formée à la psychopathologie clinique. Alors moi, je précise juste, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, je fais du coaching, mais voilà, un coach n'est ni psy, ni thérapeute, ni psychiatre, etc. C'est deux choses différentes. Moi, quand je vous explique le livre, c'est d'après mes propres formations et expériences, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, si vous avez été marqué par le livre et que vous souhaitez travailler dessus, vous pouvez vous rapprocher si vraiment vous avez besoin, enfin, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait vous rapprocher d'un ou d'une psychologue, d'une thérapeute. Voilà, ça permet de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe. Et moi, je pense qu'on en a toujours tous besoin à un moment donné dans notre vie. C'est pas tabou, hein, il faut... voilà. Donc après, ça appartient à chacun, c'est vraiment à chacun de voir... Mais en tout cas, voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Et moi, voilà, quand je vous explique les livres, c'est d'après... ça ne tient... Enfin, les explications m'appartiennent, quoi. Faut pas non plus prendre ça pour... Voilà, je suis pas une professionnelle de la santé mentale, quoi. Mais je suis une passionnée de développement personnel, donc voilà. Et j'essaie d'expliquer vraiment le livre de manière neutre. Je vous donne des conseils. Et voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir le livre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, on va clôturer le live. Je referai un live demain. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça me permet de soutenir mon travail. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez aller liker mes vidéos. Et comme je vous ai dit, vous avez toutes mes ressources de livres sur mon sur mon LinkedIn, n'importe quoi. Sur mon lien Linktree, donc vous pouvez aller voir ceux qui veulent lire le résumé, les avis, etc. N'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, en tout cas, ouais, très bon choix de livre. Merci parce que du coup, à chaque fois, je vous fais choisir le livre qu'on va lire. Donc merci de
de l'avoir choisi, il est super. Oui, un peu dur émotionnellement. Ouais, oui, forcément, ouais. Ben ça résonne, hein. Mais il faut pas écarter l'émotionnel, hein, c'est normal. L'émotionnel, c'est un signal. Donc les émotions, voilà, comme je dis, c'est un indicateur, c'est un signal que voilà, vous ressentez quelque chose, il y a une pensée, quelque chose se passe. Donc il faut laisser passer l'émotion. Si vous avez besoin de l'écrire, laisser votre corps réagir, parce qu'il faut surtout pas garder l'intérioriser, quoi. Et ensuite, c'est bien d'essayer de comprendre ce qui se passe. Après, c'est sûr que tout ce qui va être dépendance affective ou même relation avec les parents, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est toujours... Enfin, pour les personnes voilà, qui n'ont jamais fait le travail ou qui sont en cours, ou voilà, que ça prend un peu de temps, c'est sûr que émotionnellement, ça peut être difficile. Et même de manière générale, forcément, il y a toujours des choses qui résonnent, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. On est tous, en fait, on est humains, donc on ressent tous des choses, on est tous blessés par des comportements des autres, parce qu'en fait, on va interpréter. Et vous voyez, on l'a bien vu dans le comportement de la mère. La mère ne fait, c'est la plupart du temps, enfin, il y a des mères hein, qui sont perverses narcissiques, qui sont manipulatrices. Il y en a qui font ça consciemment, mais il y a beaucoup, beaucoup de mères qui font ça inconsciemment. Parce qu'en fait, on a tous une part d'inconscient, on ne se rend pas tous compte de ce qu'on fait. Si on n'a pas fait un travail sur nous, si on n'a pas pris du recul sur nos comportements, sur nos modes de pensée, etc., on va projeter beaucoup de choses sur les autres et la plupart du temps, on a des attentes. Et en fait, un enfant, en fait, les enfants sont facilement... on peut facilement obtenir des choses d'eux. Parce que bah, quand ils sont bébés, évidemment, bah, il n'y a pas de distinction, hein, ils prennent juste ce qu'on veut bien leur donner. Et après, il y a une sorte de manipulation, parce qu'en tant que parent, on a, entre guillemets, la légitimité d'agir un peu comme on le souhaite. Puisque si un parent n'agit pas bien, alors qui va le faire? Et du coup, l'enfant, l'enfant au début, jusqu'à ce qu'il se rende compte que là, il y a une problématique, et ben, va aller dans le sens du parent. Et même quand il a conscience qu'il y a une problématique, va quand même parfois aller encore dans le sens du parent et c'est normal. Donc voilà. Et comme on est tous des humains avec des qualités et des défauts, on n'est pas à l'abri de faire des choses qui peuvent impacter. Enfin, s'il y a des parents hein, sur le live, moi je suis pas parent, je suis pas mère, mais forcément, j'imagine, voilà, en tant que parents, on est tous susceptibles de faire des choses qui vont impacter nos enfants, volontairement ou pas. Et donc, nous, en tant qu'adultes, quand on pense à nos parents, et bien évidemment, il y a toujours une part d'émotion. Enfin, il peut y avoir en tout cas une part d'émotionnel due à tout ça. Si ça n'a pas été travaillé, digéré et parfois pardonné, hein, parce que en fait c'est ça. Voilà, c'est complexe, c'est ça. Il y a les loyautés familiales, et en fait, la plupart du temps, c'est vraiment les loyautés familiales, quoi. C'est vraiment, on ne s'autorise pas à dire ou à faire parce que c'est nos parents. Parce que on a peur, si on prend de la distance avec nos parents, qui va nous aimer. Donc voilà, il y a vraiment... il y a aussi une forme de chantage, voilà. Après, il y a des relations parents-enfants qui se passent très bien. Ou parents-adultes. Hein. Donc, il y a vraiment... Voilà. Mince, j'ai envoyé une invitation. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va clôturer le live sur ça. J'aurais bien aimé rester un peu plus, mais voilà, il faut que je clôture le live. Donc, en tout cas, si jamais voilà, le live vous a remué, comme je vous dis à chaque fin de live, enfin pas à chaque fois, mais je vous le dis souvent, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez ressenti, laissez votre corps parler,
Si vous avez des émotions, il faut les sortir, c'est normal. Écrivez ce qui vous vient, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ensuite, dans 1 ou 2 jours, ou même demain, reprenez ce que vous avez pu écrire et peut-être essayer de travailler dessus. Ça pourrait vous faire du bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas voilà, il faut vivre ses émotions, quoi. Vraiment, et ne pas les garder pour soi, quoi. Voilà, donc je vais clôturer le live. Donc les dépendances affectives, demain on refera une lecture vers, comme je vous ai dit, vers 20h, 20h30. Et on lira la suite du chapitre 4. Donc on clôturera le chapitre 4. Et là, je vais vous mettre le replay, enfin je vais essayer de vous mettre le replay du chapitre 1 ce soir. Enfin de la lecture de ce soir, je vous la mets sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent sur le live. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Vous pourrez regarder le replay pour les autres. N'hésitez pas, en tout cas. De rien, Aura Farah. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Très bonne soirée.